Bon, bienvenue à tous. Bienvenue dans cet atelier consacré au bien commun. On va essayer d'être bon parce que vous êtes très nombreux. Alors, je vais d'abord vous présenter nos trois intervenants. Et puis après, je vais vous faire part de comment l'atelier va se dérouler, parce que vous allez voir que le déroulement va être différent par rapport aux ateliers de ce matin. Donc, nos intervenants, nous avons Louis Renaudin au centre. Louis qui va nous planter le décor. Louis va nous parler du bien commun. Il fait partie de la commission source des EDC. C'est un sujet qu'il connaît. Donc, il va nous planter le décor pendant 5 minutes. Et puis après, on aura deux interventions qui seront sûrement différents parce que nous avons la joie d'accueillir des profils de personnes très différentes. Pierre-Yves Pouliquin. Pierre-Yves est dans le groupe Suez. Il est au comité exécutif de Suez. C'est un monsieur qu'on a du mal à attraper, hein, mais qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de chance et on est très contents. Et il est patron d'une grosse business unit de Suez, puisqu'il est en charge toute la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde. Et puis on a Armel de Lesquin, qui est un autre profil et qui va nous faire part d'un tout autre témoignage. Armel, lui, il est cofondateur. Il est cofondateur d'une start-up. Hein. On peut parler de start-up. Il vous en dira quelques mots. Mais lui aussi, différemment, il contribue à créer du bien commun. Alors, ça sera rapide. Ils vont parler tous les trois, chacun 5 minutes, donc ça va être 15 minutes. Par contre, l'atelier, c'est 45 minutes. Donc ça veut dire que le reste du temps, ça va être vous. Donc on va bosser. Ce matin, vous avez entendu des choses. Vous avez pu poser des questions. Là, il n'y aura pas beaucoup de questions, même pas du tout, pendant les 3 interventions. Après les 3 interventions, je vais vous demander chacun de réfléchir individuellement. Et puis après, on y reviendra, mais on vous fera travailler en sous-groupe. On organisera les sous-groupes. Il faudra probablement bouger un peu les chaises, hein, vous êtes nombreux. Et puis, on essaiera d'extraire la substantifique moelle de vos sous-groupes. Et c'est moi qui vais devoir parler de ce que vous avez dit en plénière. Donc vous avez intérêt à être bon, sinon je vais t'embêter. Bien. Donc assez raconté de ma vie. Louis, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors je vous préviens tout de suite, 5 minutes c'est beaucoup trop court pour traiter un sujet aussi riche que le bien commun. Et donc ce que je vous propose tout simplement, c'est d'en mettre en lumière quelques petits aspects à la manière impressionniste pour essayer d'en faire le tour. Et puis surtout d'insister sur les aspects mis en pratique pour faire résonner les témoignages de Pierre-Yves et d'Armel. Qui vont venir juste après. Je précise que la commission source est celle qui produit les petits livrets bleus, enfin anciennement bleus et jaunes, que vous pouvez trouver au stand en bas pour un prix extrêmement modique si vous voulez en savoir plus sur le bien commun, parce que je doute qu'avec après ce que je vous aurais dit, vous soyez très savant sur le sujet. Voilà. Donc dans sa définition la plus courante du compendium de la doctrine sociale, le bien commun, c'est, je cite, cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. C'est la définition de Gaudium et Spes, l'encyclique de 1965. Donc, en fait, il s'agit bien que le bien de chacun contribue au bien de tous et réciproquement. Le bien commun, en fait, est plus que la somme du bien de chacun. Et surtout, le bien commun, ce n'est pas un état figé, c'est une dynamique, c'est une recherche permanente, puisque la perfection, on ne peut jamais l'atteindre, puisque c'est celle de Dieu seul.
En effet, pour nous, chrétiens, dirigeants ou pas, il n'y a pas de bien commun qui ne soit pas inspiré par le Père. Tout le bien vient de l'auteur du bien. Et tout ce qui nous rapproche du bien nous rapproche de Dieu en même temps. Et en ce sens, nos efforts de dirigeants pour contribuer au bien commun, en fait, peut être considéré comme une réponse au commandement d'amour qu'on trouve dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alors vous allez me dire, et l'entreprise dans tout ça? On peut commencer par une observation simple, c'est que l'entreprise en elle-même est un bien commun. Elle est source pour les salariés d'un revenu pour leur famille, et puis de sens pour eux-mêmes. Elle produit un service ou un bien dont ses clients ont besoin. Elle fait vivre et grandir ses fournisseurs. Elle contribue à faire vivre la collectivité à travers les impôts qu'elle paye. Et à l'inverse, lorsque l'entreprise défaille, il y a perte ou destruction de biens communs. Il y a du chômage, il y a des fournisseurs il va y avoir un effet domino sur les fournisseurs, sur la collectivité publique. Il suffit de voir les nombreuses zones désindustrialisées qu'on a connues et qu'on connaît encore en France. Et en conséquence, notre mission première en tant que dirigeant, c'est de préserver et de développer ce bien commun qu'est l'entreprise. En fait, les dirigeants sont les garants du bien de la communauté dont ils ont la charge. Et c'est ça qui légitime l'exercice de leur pouvoir et de leur autorité. Le fait que les salariés se soumettent à l'autorité du dirigeant, c'est parce que le dirigeant est le gardien de ce bien commun qu'est l'entreprise. Alors en pratique, comment est-ce qu'il s'acquitte de sa mission et qu'est-ce qu'il a comme outil pour le faire? Je crois que le point principal, c'est de veiller à la qualité des relations qui prévalent entre les uns et les autres, à faire naître et perdurer cette harmonie qui permet justement à l'entreprise de tendre vers sa perfection. Vous avez probablement tous connu, et j'espère en permanence, des moments où vous sentez que ça roule bien, qu'il y a une harmonie dans l'équipe, que ça fonctionne bien. Et dans ces cas-là, c'est là où vous apercevez que quand vous faites travailler 2 ou 3 ou plus personnes ensemble, ce qui est produit, c'est beaucoup plus que ce que chacun y a apporté. Et à l'inverse, quand l'harmonie d'une équipe est brisée, on a exactement l'effet inverse. On peut aussi, je crois que la culture, pour reprendre un terme de management, est extrêmement importante. Et le premier élément de la culture, c'est d'instaurer un langage de vérité qui permet la confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, ça paraît évident quand on le dit, mais je pense que vous avez tous des exemples dans vos entreprises de non-vérité, de non-dit. On cache les objectifs réels, voire de manipulation. Ça, c'est très destructeur du bien commun. Promouvoir à tous les niveaux possibles de l'organisation la subsidiarité. Déléguer une tâche à quelqu'un, le responsabiliser, c'est le faire exister et le faire vivre. Et je crois que Pierre-Yves Pouliken va nous entraîner sur ce terrain dans son entreprise. Et puis peut-être le plus important, c'est changer notre regard sur les collaborateurs. En reconnaissant dans l'autre ce qu'il est, et pas uniquement sa fonction dans l'entreprise, en valorisant ses talents, et non pas uniquement ses compétences. Et finalement, en permettant à chaque collaborateur de répondre à la question à quoi sert mon travail? Parce que derrière la question à quoi sert mon travail, il y a à quoi je sers. Alors ça ne se fait pas tout seul. C'est pas on se tient tous par la main et puis on est gentil et puis on est transparent. Et donc ça nécessite une volonté forte des dirigeants infusés dans toute l'entreprise. Ça nécessite la définition, dans les systèmes qu'on met en place de management, de définition et de reconnaissance de la performance des collaborateurs, aussi des critères qualitatifs qui visent à ce but et pas uniquement des objectifs de performance. On touche ici à une autre notion importante de la pensée sociale, parce qu'elles sont toutes un petit peu liées, qui est la dignité. C'est-à-dire quand je reconnais la personne derrière la fonction,
Je reconnais sa dignité, particulièrement lorsqu'elle est en situation fragile. Et là, je crois qu'on va avoir un témoignage d'Armelle de Léquin sur ce thème. Et puis, bien sûr, l'exemplarité, l'exemplarité, l'exemplarité. Alors, une entreprise, mais on va pas le traiter, contribue aussi évidemment au bien commun de son environnement autour d'elle. On a parlé beaucoup de l'interne. On peut juste effleurer quelques thèmes. Alors, certaines entreprises ont la chance d'avoir un objet social qui est très visiblement au service du bien commun. C'est le cas de celle de Pierre-Yves qui construit qui permet à des Indiens ou des Marocains ou des gens partout dans le monde d'avoir de l'eau potable. C'est plus compliqué quand on est gérant d'un hedge fund ou qu'on fait des services un petit peu compliqués. La mission du dirigeant, quel que soit l'objet social de l'entreprise, c'est de veiller justement au bien et à l'équilibre des différentes parties prenantes de l'entreprise. Par exemple, est-ce que je permets à mes fournisseurs de vivre dignement? Est-ce que je les incite, par exemple, est-ce que je leur permets d'être créatifs? Est-ce que je les incite à des variantes dans le service ou le produit qu'ils me proposent, de manière à ce que ce soit plus facile pour eux? Et en général, quand c'est plus facile pour eux, je m'aperçois que c'est plus facile pour moi aussi. C'est vraiment comme ça qu'on construit le bien commun. Comment je peux aider mes clients à grandir, au-delà de ce que je leur fournis, il y a la façon dont je le fournis, le service, comment est-ce que je peux faire le mieux, tendre vers la perfection en permanence. Et puis, comment je peux contribuer au bien commun de mon environnement local. Est-ce que mon entreprise peut prendre part à des initiatives? Si en plus je peux faire contribuer mes salariés à ces initiatives dans mon environnement local, j'ai double effet qui se coule. Je donne du sens en fait à mes salariés et mon entreprise contribue au bien commun. Voilà, on pourrait continuer très très longtemps. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas du tout abordés, mais on est arrivé au bout des 5 minutes. Donc, oui, merci. Je passe la parole à Armelle. Bonjour à tous. Merci Louis. Ça va être compliqué de passer derrière Louis, parce que c'était évidemment très riche. Je n'ai que 5 minutes pour vous parler de la manière dont je vis le bien commun dont nous le vivons tous au sein de ma start-up qui s'appelle Familéo. Alors, est-ce que ça passe? Non, ça repart. Voilà, alors très rapidement, je m'appelle Armelle de Lesquin, je suis cofondateur d'une petite société qui s'appelle Familéo. Nous sommes basés à Saint-Malo et on a une ambition qui est de recréer un lien familial entre des jeunes générations ultra connectées et des petits-enfants et des grands-parents qui, eux, le sont beaucoup moins. Donc c'est une application mobile un peu comme un WhatsApp qui permet aux petits-enfants d'envoyer des messages, des photos, et les messages sont transformés sous la forme d'une gazette papier envoyée par la poste au domicile de ma grand-mère, par exemple. Donc on recrée un lien familial, pilier du bien-être personnel, qui est intrinsèquement porteur de sens. Et donc, pour vous parler de ce bien commun, pour nous, tel qu'on le vit chez Familéo, c'est pas fondamentalement une option. C'est l'objet même de l'existence de notre projet. Quand on l'a construit, on avait à cœur de rendre cette notion de bien commun, de le dynamiser pour nos clients. Donc on a vraiment eu cette vision client en premier et de recréer quelque chose qui était un enjeu de société et qui nous semblait effectivement répondre au bien commun. Alors comment on fait d'un point de vue très concret au niveau de notre quotidien, au niveau des décisions? Alors avec nos équipes, on essaye d'avoir en permanence cette vision client et de prendre les décisions dans l'intérêt du client final. Alors comment on fait? D'abord, ça commence au niveau de l'ADN, c'est-à-dire que dans l'entreprise, avec nos équipes, on sait pourquoi on se lève le matin et on sait quelles sont les missions de chacun et quelle est surtout la mission globale, c'est-à-dire tout faire pour que ce lien familial entre des jeunes générations et des grands et des plus âgés soit redynamisé, que ce soit au sein des maisons de retraite ou à domicile. Ça se fait aussi évidemment au niveau des métriques. Quand on fait des réunions d'équipe et qu'on discute entre nous de l'état de nos enjeux, de nos objectifs, on essaye de limiter au maximum les métriques de type de chiffre d'affaires, de marge, etc. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, en fait, ça.
Clairement, voilà, c'est des trucs qu'on faisait partout. J'ai fait ça pendant des années quand j'étais dans mes précédentes boîtes, chez Dassault, LVMH, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de messages ont été générés. Voilà, combien de grands-mères, de grands-pères ont reçu de gazettes ce mois-ci. Voilà, ça nous fait triper pour le coup. Voilà, et ça fait triper tout le monde. Combien de familles sont utilisatrices? Un chiffre qui nous intéresse beaucoup, c'est le lien petit-enfant. Voilà, Familéo, c'est fait pour les petits-enfants et leurs grands-parents principalement. Les enfants, qui sont les enfants des grands-parents, ils ont 50, 60, 70 ans. Eux, ils regardent les messages des petits-enfants. Ils contribuent peu, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que ça contribue clairement à la mission de notre entreprise. Et puis, d'un point de vue, pour le coup, managérial, la manière dont on adresse les objectifs et comment on se comporte avec nos équipes, eh bien moi j'aime beaucoup cette espèce de la théorie de l'échec. Voilà, cette culture de l'échec. Cette culture de l'échec, elle est très importante parce qu'elle permet aux gens de se détendre en fait sur leurs faiblesses. Montrer ses faiblesses aux autres dans l'entreprise, entre tous les salariés, c'est fondamental. À partir du moment où vous avez vos équipes qui sont capables, en réunion devant tout le monde, alors on n'est pas non plus chez Suez, on est 13, mais tous les lundis matins, on parle de quels sont tes échecs. Alors toi, où est-ce que tu t'es planté? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Où est-ce que tu as véritablement essayé quelque chose d'un peu disruptif? Qu'est-ce que tu as essayé et sur lequel finalement tu t'es planté? Pourquoi? Parce que quelque part, ça force les gens à montrer leur vrai visage. On n'est pas dans le faux. On est dans une relation vraie entre les équipes. Et surtout, ça motive les gens à tester des choses sans avoir peur que nous, le management ou les autres, vous jugent mal. Non, au contraire, c'est bien vu de se planter parce que ça veut dire que tu as essayé quelque chose et que demain, tu feras mieux. Et donc, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour la boîte, c'est bien pour nos clients. Ensuite, effectivement, ça crée une relation de confiance au niveau de l'équipe. Clairement, nous, j'ai un exemple, on a un commercial, Sacha, il est super, c'est un des meilleurs commerciaux de France, vraiment. Je vous donne pas trop son nom parce que vous allez me le piquer. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir des clients et d'être très très fort. Mais il sait pas gérer un emploi du temps, il a beaucoup de faiblesses, il est pas du tout à l'aise pour écrire des mails. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il travaillait, il y a des gens dans l'équipe, notamment support client, qui bossent avec lui en fait. Il a avoué ses faiblesses, il a montré à quel point il avait du mal à faire telle ou telle chose, et en fait il s'est fait aider par d'autres gens de l'équipe, et en fait ça le fait grandir. Et donc ça a contribué, ça fait une vraie cohésion au sein de l'équipe, et au final on pense que clairement ça aide à nous faire tous grandir, et puis à faire tendre les gens vers la perfection, vers la perfection de chacun. Voilà, j'ai terminé. Armelle, merci. Normalement, on n'a pas le droit aux questions, mais là, elle me brûle les lèvres, donc je vais déroger un peu. Comment on fait pour demander à ses collaborateurs de faire part de leurs faiblesses? C'est quand même pas un truc qu'on fait naturellement. Est-ce que pour le faire, toi-même, finalement, tu as donné l'exemple en faisant part de tes faiblesses? Voilà. On dit il y en a dans la salle qui me connaissent, ils savent que j'ai quelques faiblesses. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je me suis déjà bien planté dans ma carrière, et donc ça apprend l'humilité. J'ai créé une première boîte avant qui a été un four, et donc à partir du moment où vous en parlez et que vous êtes capable de le dire en vérité face à vos équipes, face à vos collaborateurs, tout le monde se détend. Et encore une fois, moi c'est un petit peu sur la notion de jeu. Quand je parle de culture de l'échec, au début je peux vous dire tout le monde était un peu qu'est-ce qu'ils racontent, enfin les mecs, on n'a jamais entendu ça. Et puis je peux vous dire que dans les précédentes boîtes où j'étais, on n'était pas trop sur la culture de l'échec. Bernard Arnault, c'est pas son truc, quoi. Et en fait, au début, les gens avaient du mal, clairement, évidemment. Mais bon, on est une start-up, on est 13, on est jeune, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'en parlais avec mon associé, parce que j'ai pas créé cette boîte seul, j'ai Tanguy Légélis qui est pas là, et qui me disait, nous on a beaucoup de chance, parce que quand vous créez votre boîte, vous partez d'une page blanche. Évidemment, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes dans un cadre qui existait auparavant, c'est vachement plus difficile de faire changer les mentalités. Il faut pas rêver. C'est beaucoup plus facile pour moi à Saint-Malo, en recrutant mes équipes, que pour Pierre-Yves Pouliquin qui gère combien de milliers de personnes. Armelle,
Armel, merci. Je pense que tu n'as pas une société de culture de l'échec. D'ailleurs, tes résultats parlent pour toi. Je pense que tu as une société de culture de la confiance. Et peut-être pour bâtir la confiance, il faut avoir la force ou la capacité de mettre ses échecs sur la table. Mais je ne pense pas que ta société ait une culture de l'échec. Je pense qu'elle a une Si vous regardez la culture de l'échec, la définition, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup et je termine après ça. L'échec vous apprend la sagesse, le succès vous donne l'ivresse. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous réussissez, si vous êtes une star, vous allez en fait être ivre alors que plus vous vous plantez, vous allez devenir sage. Voilà. Donc plantez-vous. Armel, merci. Bien, bonjour à tous. Comme le disait Louis, j'ai la chance de travailler pour le bien commun puisque l'objet social même de mon entreprise, c'est de préserver la planète. Notre logo, c'est la gestion de la ressource, c'est l'économie circulaire sur l'eau et sur les déchets. Donc j'ai une double chance, c'est que depuis 5 ans, je travaille en plus sur le périmètre de l'Afrique et du Moyen-Orient et de l'Inde. Et effectivement, là, il y a tout à faire. Donc ce bien commun, cette planète, vous la trouvez un peu dans tous les discours. Monsieur Macron en a parlé pendant 20 minutes à Davos. Nous, on l'a même dans notre feuille de développement durable. Il y a le mot bien commun qui est inscrit dans un des 4 axes du groupe. Alors derrière ça, il y a la biodiversité, il y a un certain nombre de choses. Et donc on voit bien que cette question de protéger la planète, elle est au cœur d'une problématique plus large parce qu'elle nous oblige, nous, occidentaux, à voir le monde différemment. Et alors pour un manager comme moi, la question, elle est effectivement, c'est comment on passe de Babel à Jérusalem, pour prendre l'expression de cet après-midi. C'est-à-dire qu'on est une très grosse machine, on a énormément de moyens. Donc c'est la force du groupe. Et c'est aussi la richesse de la diversité du terrain et des possibilités qui sont offertes. Et de permettre à nos collaborateurs de prendre des risques et de réconcilier, pour moi, ce qui est plus important, leur quête de sens. Et les plus belles expériences managériales que j'ai faites dans ma carrière, c'est quand on a pu effectivement dire à des collaborateurs qui sont des cadres de 30-35 ans, qui n'ont pas la chance d'être comme Armel, patron de leur point de boîte, mais qui ont cette caisse de sens vraiment très forte au fond d'eux, et qu'on leur permet de faire des trucs incroyables. Et je vais vous parler de 2 exemples, parce que sinon on va prendre trop de temps, mais j'ai 2 exemples en tête. Il y avait un appel d'offres sur Meknès, donc au Maroc, où vous aviez une décharge sauvage, donc vous imaginez l'horreur. Et on avait donc un appel d'offres où il fallait fermer cette décharge et puis en même temps il fallait créer la nouvelle zone d'enfouissement, de valorisation aux standards européens. On valorisait l'eau, on valorisait le biogaz, enfin voilà, vous imaginez le truc. Et en fait il y avait un enjeu complémentaire, c'est-à-dire ça c'est la technique. J'ai dit aux ingénieurs, on gagnera plus ou moins d'argent. Sur le coup, on n'a pas gagné énormément d'argent. Ça, c'est mon problème de manager après avec mes patrons. Mais ça, c'est un beau projet parce qu'on en a fait une vitrine pour l'Afrique et montré aux Africains qu'un pays marocain était capable de changer de dimension en tant que tel. Mais il y avait un plus derrière. Il y avait un plus que c'est là où moi j'appelle le bien commun. C'est qu'on avait la problématique des chiffonniers. Et il y avait 200 chiffonniers sur ce site. Et donc, on avait plusieurs solutions. C'est-à-dire, les chiffonniers, on ne peut pas les voir. C'est un site fermé, c'est un site privé. Bon, ces gars-là, ils avaient un boulot, ils vivent de ça, donc on a quand même sorti les enfants et les animaux. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a créé une coopérative. Et j'avais dit à mes équipes, vous savez, le principal risque que vous avez, c'est cette coopérative. Parce que Suez contre les chiffonniers, on a perdu d'avance. Donc il faut que ça se passe bien. Et voilà. Et après, à la fin, c'est extraordinaire parce que quand le chiffonnier... il vient vous expliquer devant des journalistes pendant la COP22 à Marrakech, il explique qu'en fait, avant, il était chiffonnier, donc sous merde, en bas de l'échelle complète de la société marocaine. Et en fait, il est président de la coopérative. Et il parle au maire, et il parle des journalistes, il parle au patron de Suez. Et je peux vous dire qu'ils étaient tous comme ça. Et ça, c'est extraordinaire, parce que vous avez en face de vous des gens qui ont retrouvé leur dignité. C'était un mot utilisé tout à l'heure par Louis. Et qu'à chaque fois qu'on fait ça, on donne en fait... du sens pour ces gens-là, parce qu'effectivement, ils ne sont pas mes collaborateurs, c'est des stakeholders. Donc on a l'impression d'apporter un petit supplément d'âme. On a pris un risque en tant que patron, parce que si jamais ça avait merdé la guerre avec les chiffonniers, je ne vous raconte pas les articles de presse. J'en avais pour 3 semaines d'articles de presse tous les matins. Suez torture les chiffonniers, ce genre de choses. Donc on prend toujours un risque, parce que le truc le plus simple, ça avait été effectivement de fermer le site et dire aux chiffonniers, vous voyez avec le maire. Hein. Donc on a vu avec le maire, on a fait la coopérative. Et ça, c'est aussi valoriser les collaborateurs, parce que les collaborateurs, ils avaient envie de ce projet.
Et quand vous avez la responsable développement durable du Maroc qui vient recevoir son prix innovation chez Suez, elle a les larmes aux yeux, parce que c'est son bébé, quoi. Et voilà. Et en France, je dirais un exemple. Avant, je m'occupais des activités en France de Suez dans les déchets pour les Normandie. Et à un moment, j'avais des amis qui me disaient il faut que tu signes la charte de la diversité, les grands patrons l'ont signé et tout ça. Je dis ouais. Mais moi, je ne la signerai pas tout seul. Donc, je dis à mon comité de direction c'est une boîte de 1000 personnes. Donc, je veux que vous la signiez avec moi, tous les cadres. Et après, j'ai dit à chaque patron d'agence écoutez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous me proposiez une initiative. Alors, vous faites du handicap, vous faites du prisonnier, vous faites de l'insertion, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend de votre trip, ça dépend de ce que pense votre député maire, parce qu'on est quand même là aussi pour environner le truc intelligemment. Mais vous analysez votre truc et vous venez me proposer des initiatives, et j'en veux une par agence. Je me suis retrouvé à la tête de la plus grosse entreprise d'insertion de l'heure. Je peux vous dire que ma difficulté, ça a été de me battre avec le préfet, enfin les services du préfet, qui ne voulaient absolument pas voir un groupe comme le nôtre rentrer dans l'insertion, parce que tout le secteur social voulait nous considérer comme le grand capital. Et donc ma plus grosse difficulté, et mes patrons m'avaient prévenu en disant Pierre-Yves, tu vas voir, ton problème, c'est pas de mettre les 50 000 euros pour reprendre le capital, signer la charte de l'insertion, interdire tout prélèvement de résultats. Enfin, on avait fait tout bien, comme on fait dans nos groupes, hein. On est capable de réfléchir un peu en amont. Mais on s'est tapé les spécialistes de l'action sociale. Et eux, je peux vous dire, ils m'ont foutu plein la gueule. Et donc voilà, mais ça, clairement, mes cadres, ils étaient super contents parce qu'ils avaient un patron qui leur disait chiche. Alors pour moi, il faut que je défende aussi ton chiche avec les miens. Mais ça, c'est mon boulot, je dirais, de trouver le bon curseur. On a gagné de l'argent, on a perdu de l'argent. Je suis désolé si vous êtes actionnaire de Suez. Parfois, c'est pas optimal en ce moment. Mais voilà, mais ça, c'est aussi la force des groupes. De se dire, voilà, on peut faire des choses. On a cette force-là, et je dirais en tant que patron, moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que sinon, j'ai tous les emmerdes du matin et du soir, donc au moins, je peux jouer avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que le bien commun, c'est de créer ce supplément d'âme avec vos équipes. Comme disait Louis, c'est pas 1+1, et après, chacun mettra la transcendance, mettra ce qu'il aime derrière. C'est compliqué. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de naturel pour moi, la transcendance, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus. Et puis vous donnez énormément de sens. Et je pense que là, on participe à la création au sens large du terme, tel qu'avec un grand C en tout cas. Voilà ce que je voulais partager en 5 minutes. Merci. Et sinon, je vous invite vraiment à lire ça parce que c'est très structuré. Pierre-Yves. Oui, il n'y a pas de question. Si, une petite. On comprend tous que oui, tu as donné des initiatives à des gens dans ton équipe et que ça a été transformé avec succès pour le bien de tous, finalement, de la personne à qui tu as laissé l'initiative, pour la société, finalement, pour toi. Mais c'est risqué, quand même, de temps en temps, de donner ce pouvoir à des gens comme ça. On ne peut pas le faire toujours. Il y a des fois où finalement, non. Tu penses qu'il faut faire confiance... naturellement, ou peut-être qu'il faut connaître bien les gens quand même avant de... Moi, j'ai une réputation, certains patrons du groupe de considèrent comme un grand naïf. Bon, pour l'instant, ils m'ont pas encore viré. Ça arrivera peut-être un jour, mais voilà. Donc, il y a une certaine naïveté. Il faut donner cette confiance aux gens. Cette confiance, elle a été trahie parfois. Voilà, c'est vrai, mais trahie violemment. Voilà, mais ça, c'est aussi l'histoire des hommes et des relations. Et puis, je le fais aussi parce que je sens que dans mon groupe... il y a un peu d'ADN autour de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en conflit permanent avec mes patrons. Hein. J'ai un patron qui est... Voilà, on a discuté dans l'avion en Inde il y a 3-4 jours. Il est chrétien, il ne s'affiche pas complètement. Mais il ne m'interdit pas. Il sait que je suis au EDC, que je vais parler du bien commun. Et il trouve ça plutôt bien. Puis je vais lui offrir la petite plaquette en rentrant. Voilà. Donc, mais après, je me suis planté. J'ai été trahi. Voilà, il y a toute l'histoire humaine. Mais... pour l'instant, ma carrière, elle n'a pas trop pâti, hein, donc peut-être qu'un jour elle s'arrêtera, mais c'est pas grave. Au moins, je me serais bien amusé. Merci beaucoup. Bon, on est très nombreux. Je ne suis pas sûr qu'on ait prévu autant de personnes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, ça allait être votre tour de travailler. Je vois pas comment on va faire les workshops. Hein ? Il faut la foi, oui. Non, mais je vais vous dire.
je vais vous dire, dans un cas comme ça, si on veut, on peut. Voilà. Si on veut pas, on fait pas. Mais si on veut, on peut. Alors, oui, il va falloir bouger des chaises, il va falloir faire des grands groupes. Attendez. Louis. Ça va être compliqué de faire des workshops. Attendez, on a une question. Attendez. J'ai entendu la dame qui a dit beaucoup de choses. Oui? Alors. Allez. Du calme. Je crois que la raison, c'est qu'effectivement, on mette à contribution nos témoins et que vous leur posiez des questions. Donc oui, Armel et Pierre-Yves, je crois que c'est vous qui allez continuer à travailler. Rejoignez-moi. Finalement, on vous a pas assez vu et on a envie de suite. Les workshops, ça va être effectivement un peu compliqué. Armel, rejoins-nous. Louis, je mets juste le fond noir. Louis, on a besoin de toi aussi. T'es le bienvenu. Alors, moi, j'ai un micro que je peux transporter. Qui est-ce qui veut poser la première question? Et vous pouvez poser une question aux trois intervenants, à votre choix. Bien, vous avez donné au départ une définition du bien commun. C'est celle qui est théologique. Quand vous prenez par exemple Google, vous allez sur Google et vous cherchez la définition de bien commun, ils vous disent c'est un concept qui est philosophique, théologique et socio-économique. Et à ce moment-là, socio-économique, vous avez traité le philosophique et le théologique. Vous n'avez pas du tout, aussi un peu traité le socio-économique, bien sûr, parce que là, c'était l'objet de la société, mais en fait, vous n'avez pas traité la partie, effectivement, socio-économique, qui est une partie immergée. C'est-à-dire que je compare, moi, l'entreprise à un iceberg. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire ce sont des actionnaires qui décident, qui ont un projet, qui le financent, et il va y avoir, on va embaucher des gens, et ils vont être rémunérés. Il y aura des clients. Alors les clients, ça peut être ce qui a été un objet de bien commun, mais en général, c'est autre chose. Il faut que vous accélériez votre question, s'il vous plaît. La question. Non, je ne vais pas poser. Je vais la poser après. Allez-y. Vous avez zappé S'il vous plaît. la partie immergée de l'iceberg, qui est en fait la contribution, la vraie contribution de l'entreprise au bien commun, mais de l'État. C'est-à-dire que si vous prenez tout ce qui est régalien dans l'État, si vous prenez les indemnités de chômage, c'est-à-dire la protection sociale, la protection financière... Quelle est votre question, monsieur ? Elle est financée par l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites du top-down, vous apercevez que le PIB de la France est constitué... On a besoin d'une question, vous parlez... Il faut une question maintenant. Il faut une question, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un cours sur le bien commun. Alors, à votre avis, est-ce que ce sont des biens communs, ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est en fait 1200 milliards qui sont créés.
créés par l'entreprise je vous propose... et qui sont au service de tous. Bon, je vous propose, C'est-à-dire s'il vous aussi plaît, bien... s'il vous plaît, je vous propose de passer du temps avec Louis de manière séparée. Voilà. Il vous dira des choses formidables. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon si on a zappé des points, parce S'il vous qu'effectivement, plaît, on ne pourra pas tout traiter. je vous apporte Oui, le d'accord, micro. On vous en demande pardon. Mais c'est un Vous bien en parlerez commun tout pour à la l'heure. France. Vous en parlerez tout à l'heure. Est-ce que ce que vous nous avez exposé, c'est un vrai travail pour le bien commun, ou alors c'est un vernis qui permet à l'entreprise Suez de dire qu'elle travaille pour le bien commun? Je dis ça en toute humilité, hein, j'ai travaillé aussi. Moi, je vais vous dire deux choses. L'objet social de l'entreprise, c'est la planète. Donc ça, c'est pas du vernis. C'est pourquoi on travaille tous les jours là-dessus. Hein? Pour répondre à monsieur, derrière, il y a la notion d'intérêt général. Ça, c'est la politique. Donc ça, si vous lisez le document que je vous ai montré, vous verrez, ça, c'est pas le bien commun. Ça, c'est l'intérêt général. Excusez-moi, ça, c'est l'intérêt général. Et le bien commun, c'est quelque chose de plus. Voilà. Alors après, les groupes sont pas parfaits. C'est Babel ou c'est Jérusalem. Et on a un côté Babel, et on a un côté, maintenant on est 90 000, donc on a une dynamique, on a tout ce que vous voulez. Après, si vous voulez, c'est un peu tous les exemples qu'on a eus, c'est comment vous créez de la confiance, comment vous créez de l'exemplarité, et comment vous passez les moments difficiles. Mais voilà, il n'y a pas de vernis derrière, il y a que des hommes après. Il n'y a que des hommes qui vont, chacun à leur façon, essayer de vivre leur poste, leur exemplarité, et autres. C'est plus l'entreprise. L'entreprise, elle est constituée. Pierre-Yves, merci. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une... Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous apporte le micro. Non, c'est bon. Oui, bonjour. Il semble qu'une des grandes questions du bien commun dans les entreprises, c'est la question de l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet? C'est-à-dire la contribution juste et normale de l'entreprise aux charges des pays dans lesquels elle travaille. Alors ce que chacun de nous en pense à titre personnel ne rentre peut-être pas en ligne de compte. En tout cas, il est clair que la contribution de l'entreprise à faire vivre son environnement et donc le fait de payer les impôts fait évidemment partie de sa mission et de son bien commun. Et du bien commun, pardon. C'est-à-dire qu'il est normal que les entreprises payent des impôts. Si elles ne payaient pas d'impôts, il n'y aurait pas de quoi amener jusqu'à l'entreprise leurs salariés en bus. Il y aura, enfin, tout est lié, c'est évident. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez eu votre temps. Merci. Je suis à votre entière Est-ce qu'il y a une autre disposition question? après l'atelier, s'il vous plaît. Il faut Faites passer. évidemment que les entreprises payent des impôts. Et donc l'optimisation fiscale, c'est une affaire de dirigeants et d'actionnaires, d'équilibre entre les parties prenantes, c'est-à-dire qu'il est légitime de faire d'utiliser au mieux la réglementation fiscale, mais je dois poser à un moment la question de savoir si ça ne détruit pas du bien ailleurs. Alors, il y a une question. Armel, c'est ça, de Familéo, nous a parlé d'indicateurs, on va dire, non monétarisés ou pas forcément classiques pour juger de son action bienfaisante. Évidemment, Suez, votre ADN, c'est la planète. Est-ce que vous avez mis sur pied une batterie d'indicateurs très concrets, non classiques, non monétarisés, qui vous permettent de dire, là nous avons créé du bien, là nous avons détruit du bien, nous avons une dette écologique, une dette technique, etc. Alors, je ne voudrais pas faire répondre à la question. On a forcément une feuille de route de développement durable. Alors là, on est clairement dans la question posée par monsieur dans l'institutionnel. Donc on va avoir le nombre d'émissions de CO2 évitées, on va avoir le nombre de kilowattheures, comment c'est foutu. Enfin, on va reprendre tous les indicateurs, si vous voulez, qui sont liés à notre métier et qui vont permettre aux parties prenantes, vous pouvez, c'est accessible, hein, c'est complètement ouvert, répondre à cette question qui est pour moi une question institutionnelle, si vous voulez, classique, de feuille de route de développement durable. Et on a tous ces critères-là, on les moniteur et on les publie. La question, c'est comment on fait quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai essayé de vous partager, parce que j'aurais pu vous... Moi, j'ai un combat, c'est les tonnes de CO2 évitées en Afrique. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent qui va sur les problèmes de déchets en Afrique. Et il faut juste que vous compreniez qu'il y a 10% des émissions des pays émergents qui sont liées au fait que les déchets ne sont pas traités.
que c'est une bombe à méthane, que personne s'en occupe, et que l'argent du climat, aujourd'hui, elle va sur les énergies renouvelables, et elle ne va pas sur ce sujet-là. Donc moi, je fais un lobbying et Banque mondiale partout pour expliquer qu'il faut que ça change. Parce que ça va nous péter à la gueule. Mais quand je parle de Meknes, et voilà, j'ai quelques exemples pour montrer ça peut changer. L'Afrique l'a fait. Mais après, je peux vous montrer ma batterie de photos. Je les ai toutes faites. Il y a des charges qui brûlent. Vous vous promenez, il y a le méthane qui brûle. Donc voilà, le problème, c'est qu'on a ces indicateurs. Le sujet, et c'est ce qui m'intéresse moi dans mon job, c'est comment vous changez un peu ça. Voilà. Mais bien sûr qu'on a la panoplie de... on est ISO, toutes les ISO, les machins, on a tout ça. Mais derrière, il faut créer quelque chose de plus. Et moi, c'est ça que j'appelle le bien commun. C'est une dimension complémentaire. Pour compléter un peu ce que dit Pierre-Yves, effectivement, alors je vous ai dit que nos indicateurs, c'était des métriques plutôt peuvent paraître un peu bisounours, voilà, le nombre de messages, le nombre de gazettes, comment, etc. Alors effectivement, c'est vrai. Après, moi, je suis un financier, mon associé, c'est un financier, on sait comptabiliser un chiffre d'affaires, ce que c'est qu'une marge, et on regarde ça, et croyez-moi, on pilote. Par contre, ce dont nous sommes convaincus, c'est que c'est pas ça qui motive les équipes. C'est pas ça qui motive mes collaborateurs, enfin, je ne veux pas dire ça, ça fait grand chef, mais toutes nos équipes, pour se lever le matin. Ce qui les motive, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes âgées de plus de 80 ans qui ont des familles et qui ont moins de 10 minutes de conversation par semaine avec quelqu'un. Et quand je dis conversation, c'est conversation simple. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous motive. C'est ce lien familial qui aujourd'hui est fondamentalement remis en cause par l'arrivée des nouvelles technologies qui excluent de fait tout un pan de la société, en l'occurrence nos aînés. Donc ça, c'est des choses qui parlent à mes équipes, qui parlent à nos clients, puisque les gens qui souscrivent à Familéo, c'est parce qu'ils ont cette envie de recréer ce lien. Et donc, parler de chiffre d'affaires, parler de marge, etc., en tout cas, ça nous semble pas plus pertinent que de parler de sujets concrets et de bénéfices clients. Voilà. Armel, merci. Peut-être une dernière question ? Ah. Oui, je m'adresse à Armel. J'aime bien la culture de l'échec, en ce qu'elle est un rupteur assez marqué avec nos habitudes. Mais est-ce que pour autant vous mettez en place un vrai management par le talent en complément de cette culture de l'échec ? Oui, alors on ne se satisfait pas de l'échec, on le dédramatise. C'est quand même différent. C'est-à-dire que je dis pas à mes équipes, plantez-vous les gars, vous allez voir, c'est trop cool, et puis on va cramer plein de pognon. Non. Je dis à mes équipes, essayez des choses, soyez disruptifs, réfléchissez autrement. Tout à l'heure, Claire Gomard le disait très bien. On a la chance d'être une start-up et donc d'avoir les chakras un peu plus ouverts, peut-être, en tout cas, de pouvoir les ouvrir peut-être un peu plus facilement que quand on est dans un grand groupe, quoique, Pierre-Yves vient de prouver l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas peur de chuter, c'est pas moi ni Tanguy qui vous mettront la tête sous l'eau encore plus en vous disant maintenant tu t'es planté 2 fois, tu dégages. Non, on est convaincu que ça permet, et d'ailleurs encore une fois là ce matin là aussi ça a été dit, ça permet de montrer un vrai visage. On est tous en capacité d'échouer. Je veux dire, même le meilleur diplômé du monde, et d'ailleurs on le voit bien, chez Family, on a un peu de tout. On a des gens qui sont très diplômés, il y a un IX, il y a un machin, puis on a des gens qui sont pas du tout, et quelqu'un qui a quasiment pas fait d'études. Et pour tout vous dire, c'est pas le moins mauvais. C'est pas le plus mauvais, le peu diplômé. Donc on a vraiment essayé de casser ça pour un objectif qui est le bien commun de chacun. D'acquérir cette confiance, d'aller au boulot en étant confiant et de tendre vers la perfection. Parce qu'on apprend de ses échecs et on apprend moins de ses succès. Ouais, merci à vous tous, même si le déroulement n'a pas été exactement celui qu'on avait prévu. Merci à vous, merci beaucoup et merci à nos intervenants. Donc tout d'abord, nous avons Louis qui va nous planter le décor. En tant que membre de la commission Source, le bien commun, c'est
quelque chose qu'il connaît bien. Mais Louis, s'il te plaît, 5 minutes, hein, le temps est compté. Et puis après, on aura 2 témoignages. 2 témoignages très différents, mais ouvrez grand vos oreilles, je pense qu'ils valent bien le coup. Armel, donc Armel de Lesquin, lui, Armel, il a tout simplement créé une société, une start-up, il vous en parlera, et vous allez entendre parler de bien commun dans une start-up. Et puis après, une autre personne, un autre profil, Pierre-Yves Pouliquin, qui lui est chez Suez, au comité exécutif, et en charge d'une grande zone, la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde. Et tous les deux, donc Pierre-Yves et Armel, contribuent au bien commun dans leur société. Et ils nous feront part de leur témoignage 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Louis, merci de planter le décor et de nous parler de manière synthétique et intéressante, et pas trop stratosphérique si c'est possible, du bien commun. Donc c'est compliqué, mais tu vas y arriver. Je n'ai pas commencé. Hein. Merci Louis. Bonjour. Donc on ne pourra pas tout traiter en 5 minutes, ça c'est absolument certain. Donc je vous renvoie aux excellents ouvrages que produit la commission Source, ceux qui sont sur fond blanc et bleu et jaune. Il y en a un sur le bien commun et vous pourriez apprendre beaucoup plus de choses que ce que je n'aurai le loisir de vous exposer aujourd'hui. Alors, il faut quand même commencer par une définition. Je suis désolé, c'est un peu stratosphérique puisque ça sort d'une encyclique. Mais il faut bien commencer par ça. Alors, il y en a plein, c'est traité plein de fois par plusieurs encycliques, mais la définition la plus communément admise, c'est cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Vaste programme, il s'agit d'atteindre la perfection. Mais ce qu'il faut entendre dans cette définition, c'est que le bien de chacun, en fait, contribue au bien de tous, et le bien de tous contribue au bien de chacun. C'est ça qui est vraiment très spécifique du bien commun et qui le distingue notamment de notions comme l'intérêt social. L'intérêt général, pardon, c'est que 1 plus 1 fait plus que 2. Ensuite, c'est pas figé. Il ne s'agit pas d'être parfait. C'est impossible. Seul Dieu est parfait. Il s'agit simplement de tendre vers cette perfection et de tendre vers cette perfection ensemble. En effet, parce que pour nous, chrétiens, il n'y a pas de bien commun qui ne soit pas inspiré par le Père. Tout le bien vient de l'auteur du bien, et tout ce qui nous rapproche du bien commun nous rapproche de Dieu. Donc en ce sens, on peut considérer la mission des dirigeants chrétiens que nous sommes comme une réponse au commandement d'amour qu'on trouve dans Jean. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et l'entreprise dans tout ça. On peut commencer par une observation très simple, c'est que l'entreprise elle-même est un bien commun, dans la mesure où elle permet énormément de choses. Elle est source pour les salariés de revenus pour leur famille, mais aussi de sens pour ceux qui travaillent. Elle produit un service ou un bien dont ses clients ont besoin et qui vont finalement servir d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'utile. Ce que font les fournisseurs de Pierre-Yves finissent par servir à donner de l'eau potable à des gens qui n'en ont pas aujourd'hui. Ce que fait l'imprimeur d'Armel va permettre de créer du lien entre les générations. Et aussi, l'entreprise est insérée dans sa collectivité, elle paye des impôts, donc elle permet à la collectivité territoriale de vivre, pour ne prendre que 3 exemples. Et à l'inverse, lorsque l'entreprise défaille, il y a perte de biens communs, il y a diminution, il y a chômage, il y a effet domino sur les fournisseurs, le plus souvent, pour ne parler que de choses évidentes. Et donc notre mission première en tant que dirigeant, c'est de préserver et de développer ce bien commun qu'est l'entreprise. On en est les garants et c'est ça qui légitime en fait l'exercice de notre pouvoir et de notre autorité. Les salariés acceptent de se soumettre à l'autorité du dirigeant, pas parce qu'il a été nommé par un conseil d'administration ou qu'il est plus fort que les autres, plus malin que les autres, parce qu'il est en charge de la défense du bien commun. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est pas trop mon domaine, c'est Pierre-Yves et Armel qui vont vous l'expliquer. Comment on fait tendre une entreprise vers sa perfection?
Je crois qu'on peut juste insister sur 2 ou 3 aspects. La qualité des relations humaines, la vérité, qui est la base de la confiance. C'est pas du tout évident dans les entreprises, mais un dirigeant qui veille à instaurer la vérité, qui commence par ne pas hésiter à se mettre lui-même en faiblesse, et on va le voir aussi, à admettre l'échec, mais en tout cas on parle des vraies choses tous les jours, ça permet d'instaurer la confiance, et de la confiance peut naître le bien. Bien entendu, promouvoir à tous les niveaux la responsabilisation, la subsidiarité, c'est-à-dire plus une tâche est faite est exécutée au bas niveau d'une organisation, plus on responsabilise les gens qui la prennent en charge et qui leur permettent de trouver un sens à ce qu'ils font. Surtout, peut-être le plus important, c'est qu'on ait le bon regard les uns vers les autres, et quitte à changer ce regard. En reconnaissant dans l'autre, que ce soit mon patron, mon client, mon fournisseur ou mon collaborateur, si je le reconnais en tant que personne et pas uniquement pour sa fonction ou son utilité matérielle, je lui permets de devenir lui-même et il me permet de devenir moi-même. En valorisant les talents et pas uniquement les compétences. Alors il y a beaucoup de systèmes dans les grands groupes qui permettent les gens qui ont des talents pas directement liés à leur fonction de les exprimer. C'est moins vrai dans les PME. Finalement, en permettant à chaque collaborateur de répondre à la question à quoi sert mon travail. Parce que l'utilité de mon travail dépasse ce que je produis ou ce que je fais, et elle me permet de répondre à la question à quoi je sers finalement. Alors ça se fait pas tout seul, on va pas rentrer dans le détail, mais il faut probablement qu'on fasse des efforts pour faire rentrer dans les systèmes de management ces considérations-là. Ça veut dire mettre en place des indicateurs qualitatifs, je dirais pas les indicateurs de bonheur, ou des indicateurs de bien commun, mais pourquoi pas. Et bien sûr être exemplaire. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait traiter tout l'environnement externe de l'entreprise, mais ça va être pas mal traité directement par Pierre-Yves et Armel, et comme on est déjà un petit peu en retard, je vais leur laisser la parole. Louis, merci. Armel, on te laisse la parole. Je crois que tu as une présentation. Hein. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Armel Delesquin. Je suis cofondateur d'une petite start-up basée à Saint-Malo qui s'appelle Familéo, dont l'objectif, l'ambition est de recréer un lien familial entre des jeunes générations ultra connectées qui ne savent plus écrire ni des lettres ni des cartes postales, évidemment, ils sont sur WhatsApp, Facebook ou autres, et des grands-parents, eux, peu connectés, qui attendent cette lettre, cette carte qui n'arrive pas. Et donc ce lien familial, qui est un des piliers du bien-être personnel, est compliqué à maintenir. Voilà. Et donc Familéo, c'est une application mobile qui, un peu comme un WhatsApp, qui transforme les messages numériques en un petit journal papier, petite gazette, un album photo, envoyé par la poste au domicile de ma grand-mère. Voilà, donc on recrée ce lien familial comme ça. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, on a beaucoup de chance, c'est que le bien commun chez Familéo, c'est clairement pas une option. Voilà, on a l'objet même de l'existence de notre start-up, c'est d'y répondre. C'est d'être capable de recréer ce lien familial, pilier du bien-être personnel, et de le dynamiser. Et donc ce lien qui est ce bien commun, eh bien, on est toute une équipe à travailler ensemble pour le recréer. Alors, d'un point de vue macro, comment est-ce qu'on fait pour que les décisions, la manière dont on guide notre start-up, soient prises dans l'intérêt final du client ? Alors ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'il faut qu'on soit tous les collaborateurs, toute l'équipe doit savoir quel est le but, quel est le sens qu'on veut donner à ce projet. Et donc, on se pose toujours ces questions de, voilà, quels sont les nouveaux services qu'on va faire et est-ce qu'ils sont conformes à notre mission ? Est-ce qu'on ne fait pas, par exemple, un nouveau service, une nouvelle fonctionnalité qui serait en réalité bénéfique pour nous, récupérer des données, les data, vous savez qu'on est dans le secteur des big data, mais qui en réalité ne serait pas très intéressant et ne bénéficierait pas à ma grand-mère qui, elle, attend des nouvelles de sa famille. En parallèle, on essaye aussi, vis-à-vis des collaborateurs de l'équipe, d'avoir des métriques
qui ne soit pas uniquement basé sur du chiffre d'affaires, de la marge sur coût variable, EBITDA, etc. Tout ça, c'est super, mais ça intéresse personne. En réalité, ce qui intéresse l'équipe, c'est combien de messages ont été générés, combien est-ce qu'on a publié de gazettes ce mois-ci, combien de grands-mères, de grands-pères ont reçu de nouvelles de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Voilà, combien de liens on a générés. Et on aime beaucoup d'ailleurs aussi l'indicateur qui est le ratio entre les enfants et les petits-enfants, puisque clairement notre cible, c'est de recréer ce lien entre les petits-enfants et les grands-parents. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que l'équipe là-dessus, eh bien, on la challenge. Et on la challenge de manière permanente, mais ils comprennent pourquoi et ils sont tous en phase avec ça. Ensuite, d'un point de vue managérial, le bien commun chez Familéo, on essaye, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir cette culture de l'échec. Alors, c'est pas la culture de l'échec pour l'échec, mais c'est de dédramatiser l'échec. Voilà, montrer ses faiblesses aux autres. Quand on fait des réunions d'équipe, quand on est voilà, tous les lundis matins, on est tous ensemble, chacun raconte voilà ce qu'il a fait, quelles sont les différentes actions de la semaine. Eh bien, on fait un petit tour de table et on demande voilà, alors où est-ce que tu t'es planté ? Qu'est-ce que tu as fait sur lequel voilà, tu considères ça comme un échec ? Alors, on favorise pas l'échec pour favoriser l'échec. On le dédramatise. Parce qu'on est convaincu qu'à partir du moment où vous dédramatisez l'échec, que chacun est capable de montrer ses faiblesses, puisque tout le monde se plante, moi le premier, mais tout le monde, eh bien, on montre son vrai visage. Et donc, au sein de l'équipe, des gens qui n'avaient pas forcément cette habitude-là, eh bien, se mettent progressivement à dédramatiser leur échec, à montrer leurs faiblesses. Et en fait, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Eh bien, tout simplement, ça crée une relation de confiance entre les équipes, parce que si lui se plante et que finalement c'est pas si grave, eh ben moi je peux me planter aussi. Et puis d'ailleurs lui je vais l'aider. Voilà. Et donc on crée au sein de l'équipe une cohésion, une entraide qui, on pense, est fondamentalement dynamique et importante pour l'entreprise. Et la finalité de tout ça, c'est de faire grandir les collaborateurs, de faire grandir les équipes pour tendre vers la perfection. Voilà, vers la perfection de chacun. Armel, merci. On est un peu... on ne sait pas trop quoi dire quand on entend quelqu'un qui dit voilà, je crois qu'il faut applaudir. Oui, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Merci Armel. Pierre-Yves, tu veux travailler un petit peu ? Bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Fouliquin, je m'occupe chez Suez de la zone Afrique, Moyen-Orient, Inde. Ça fait 25 ans que je suis dans ce groupe. Donc c'est un groupe qui a la chance d'avoir dans son objet social la protection de la planète. Donc pour moi c'est bien, c'est assez facile le matin quand je me lève, et je pense que pour les 90 000 collaborateurs, déjà c'est un premier facteur de motivation, de sens. Parce que voilà, on travaille sur un objet qui est l'eau, qui est la valorisation des déchets, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est vrai qu'on a cette facilité-là en tant que telle. Mais ça, c'est l'objet social. Et le bien commun va aller chercher pour nous quelque chose d'un peu derrière. Le bien commun, il est défini dans la feuille de route du développement durable. Il est défini aussi dans le discours de M. Macron à Davos. Il y avait 20 minutes sur le bien commun. Donc c'est vrai que cette planète, c'est un bien commun. Mais nous, derrière, ce que je voulais partager avec vous, c'est comment on rebondit sur la quête de sens et comment on arrive à créer ce supplément d'âme dont on a parlé un peu dans les interventions cet après-midi ou ce matin. Et moi, voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, dans un périmètre que j'ai aujourd'hui qui est assez large, mais qui était plus précis quand j'avais des postes précédents, et créer autour des équipes des initiatives où les collaborateurs se sentent, les cadres intermédiaires, ceux qui ont des agences, ceux qui ont, je dirais, l'activité au jour le jour, se sentent autorisés à vraiment faire du bien commun. Et parce que mon rôle de dirigeant, c'est de déployer, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Et là, je dirais, il y a une prise de risque, mais en face de ça, il y a des choses magnifiques qui sont créées, que je voulais partager à travers 2-3 exemples, puisque j'ai 5 minutes. Le premier exemple, c'est effectivement, on avait un appel d'offres assez classique de ce qu'on voulait développer en Afrique, c'est-à-dire fermer une décharge sauvage, mettre en place un centre de valorisation et d'enfouissement avec valorisation des lexivia, valorisation du biogaz, enfin voilà, la techno classique en tant que telle. Et puis on avait une question subsidiaire qui était la plus compliquée à mon avis, c'était qu'est-ce qu'on fait des chiffonniers ?
Parce que sur la décharge sauvage, vous aviez 200 chiffonniers, vous aviez les enfants, les vaches. Voilà, on avait une première solution, c'est de dire on n'en veut pas, on ferme le centre, c'est une installation industrielle, on ne mélange pas tout ça, et puis vous vous débrouillez avec la mairie et les services sociaux. Et puis les équipes ont dit, écoute, Pierre-Yves, on va créer une coopérative. Ah, j'ai dit, ouais, c'est sympa ça comme idée. Et donc, en fait, ils avaient ce super projet de dire, on va créer une coopérative, on va mettre les chiffonniers dans la coopérative, on va les aider à s'autogérer et on va leur donner des clés, tant en sécurité qu'en management, qu'en compta. Et voilà. Et je leur ai dit, écoutez, c'est très bien, c'est le truc le plus casse-gueule que vous allez vouloir faire, parce que si on se plante, ça sera Suez contre les chiffonniers, et on a perdu d'avance. Voilà, parce que n'importe quel média, n'importe quel d'entre vous, là, vous allez commencer à nous dire qu'on abuse, qu'on n'est pas sympa avec ces pauvres gens, et c'est vrai que c'est les pauvres gens. C'est vraiment le bas de l'échelle au Maroc. Ils vivent dans des conditions absolument déplorables. Et on a pris le pari. J'ai dit aux équipes, ok, on y va, vous faites ça bien. Donc on a pris un certain nombre de conseils, des gens qui nous ont aidés aussi à internaliser, parce que mes ingénieurs et les chiffonniers, c'est pas tout à fait le même langage. Donc il fallait trouver des gens qui fassent l'intermédiaire. Et on a fait un magnifique projet. On a fait un magnifique projet où, in fine, voilà, le chiffonnier, quand il se présentait à la COP22 à Marrakech, il disait moi, je ne suis plus chiffonnier, je suis président de la coopérative. Et ouais, mais ça change tout. Je parle au maire, je parle à Suez, je parle aux journalistes étrangers et toute l'équipe de direction. Voilà. Et on a une magnifique photo, et ça s'appelle le comité de direction de la coopérative. Et ça, je vais vous dire, vous faites de la transformation, vous mettez supplément d'âme, donc je crois qu'on est tous là pour ça. Et je peux vous dire, on n'a pas gagné énormément d'argent sur ce projet. J'ai quelques problèmes avec mes patrons sur la rentabilité de l'affaire. Mais ça, c'est mon problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, le vrai sujet, c'est qu'on a créé quelque chose, on a pris le pari, et on a fait quelque chose qui a donné du sens à tout le monde, et pas simplement aux gens qui ont travaillé sur le projet. C'est-à-dire que ce genre de projet voilà, rayonne dans toute l'entreprise. On vient de gagner un contrat où en Inde, sur une ville, ils ont de l'eau tous les 6 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, l'eau tous les 6 jours. Pas trop l'habitude avec nos enfants aujourd'hui de leur dire tu auras de l'eau à dos. Et donc, c'est des vrais paris parce que mon patron me dit bon, c'est très bien tout ça, tu vas gagner de l'argent. Je dis ouais, bien sûr. Et puis on est parti. Mais quand on regarde à Delhi, on a fait des expériences pilotes et on a présenté à mon grand patron qui était à Delhi avec Macron en début de semaine, on était là. Et il dit on a vu des femmes, milieu bourgeois comme nous tous, là, intermédiaires et tout. Elles sont venues nous dire écoutez, on a l'eau 24 heures sur 24, c'est absolument génial. Avant, je me levais tous les jours ou tous les 2 jours à 3 heures du mat pour aller capter l'eau au moment où elle passait. Voilà, donc ça, je veux dire, c'est des trucs, l'énergie de la boîte, elle est transformée. Après, mon rôle à moi, c'est qu'on gagne un peu d'argent sur ces histoires-là. Mais ça crée une dynamique absolument fondamentale parce que vous donnez du sens. Ces gens, ils sont là pour ça. Tous mes collaborateurs, ils adorent ça. Ils sont rentrés chez Suez pour faire ça. Et donc voilà, après il y a les indicateurs financiers classiques, enfin voilà, on est une boîte qui est gérée, qui est cotée, mais au moins on se dit, on prend des paris et on autorise nos équipes à dire dites-nous ce qu'il en est, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de faire, et c'est là où moi, quand je relis le bien commun et autres, c'est comment on arrive à réconcilier le sens. Et moi j'ai une phrase de management que j'aime beaucoup, c'est prendre l'angoisse, donner le sens. Mon rôle de patron, c'est prendre l'angoisse des gens. Et elle est là, et ils s'inquiètent, le groupe va plus ou moins bien selon les endroits. Et mon rôle de patron, c'est de donner le sens. Et après, je vais gérer l'angoisse avec mes chefs, voilà, et pas redistribuer l'angoisse de tout le monde, voilà, parce que sinon, on écrase tout le monde. Et c'est ça la complexité dans nos grands groupes. Hein. Je parlais tout à l'heure d'image entre Babel et Jérusalem, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on est une très grosse machine, on fait 18 milliards d'euros, et en même temps, il faut arriver à créer cette dynamique locale, laisser nos cadres respirer, nos agents de maîtrise, et leur donner cette fierté d'avoir réalisé quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que tes ateliers, tu vas avoir du mal à les faire. Oui. Mais voilà, écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous dans ma vision du bien commun autour de mon job au jour le jour. Pierre-Yves, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Louis, pour Armelle ou pour Pierre-Yves? Donc, vous pouvez lever un bras et je vous apporterai le micro. Oui, je vais vous apporter le micro.
Pierre-Yves, tu disais à l'instant que... Tu disais à l'instant que, en fait, à chaque fois que tu faisais un projet, tu devais l'expliquer à ton management, tu pouvais perdre de l'argent, etc. Donc, tu as réussi à convaincre tes collaborateurs de travailler sur le bien commun, et tu n'as pas réussi à convaincre le management de l'autre côté. Comment c'est la... Non. D'abord, je ne travaille pas sur le bien commun avec eux. D'abord, je suis leur patron, et j'ai un style de management. Je ne leur parle pas du bien commun le matin en arrivant au bureau. J'ai parlé avec mon patron, puisque j'ai eu la chance de voyager avec lui, le grand patron du groupe, sur le fait que j'allais intervenir devant vous, sur le bien commun. Bon, voilà, il le sait, on en parlait. Donc, attendez, on est une boîte pour gagner de l'argent. Il ne faut pas se tromper de l'argent, on a des taux de rendement, on est coté, vous êtes actionnaire de Suez, vous attendez votre dividende, donc c'est très bien tout ça. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est qu'est-ce que vous faites derrière ça ? J'ai eu des accidents industriels, j'ai eu des gens qui m'ont trahi sur des projets. Pour l'instant, j'ai survécu à tout ça, donc ça veut dire qu'il y a un environnement des patrons qui comprennent ça, jusqu'à une certaine limite, j'imagine. Mais voilà, je suis aussi dans un environnement favorable qui me permet d'être ce que je suis et qui m'a perdu pendant 20 ans, 25 ans, de faire des projets d'abord petites filiales, puis grosses filiales, et puis BI aujourd'hui. Donc c'est aussi parce que je bénéficie d'un environnement... voilà, je ne suis pas complètement naïf, je ne suis pas que des amis. Mais voilà, j'ai envie d'être ce que je suis et de continuer à l'être. Puis le jour où ils voudront que ça change, c'est très facile pour eux. Hein, donc, mais pour l'instant, ils m'ont repassé des confiances. Je viens d'être nommé il y a 1 an, donc je continue. Hein. Pierre-Yves, merci. Une autre question, n'hésitez pas. Hein, on est là pour vous répondre. Oui, c'est pour Armel, voilà, Familio. La question, quand vous avez parlé tout à l'heure des objectifs que vous donnez à votre équipe, on sentait derrière peut-être une petite pression que vous leur donnez pour faire du chiffre. Mais au-delà de ça, comment vous articulez effectivement les objectifs que vous donnez et puis le sens de votre entreprise ? Alors, ce que je disais, c'est que les objectifs que je leur donne, c'est des objectifs qui sont des objectifs qui ont du sens, en tout cas pour nous. C'est-à-dire, pas des objectifs financiers, mais des objectifs d'usage, des objectifs de nombre d'utilisateurs, etc. Parce que c'est les objectifs que eux regardent et c'est les objectifs qui nous font triper. L'un des objectifs qui est intéressant aussi, c'est les avis Facebook, par exemple. Voilà, c'est des sujets qui sont très importants parce que c'est des commentaires et qu'on espère toujours positifs, et donc on regarde avec attention parce que ça veut dire qu'on atteint notre mission en fait. Atteindre sa mission chez Familio, c'est pas faire X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est limite, moi, ça me permet effectivement de payer tout le monde, ça me permet de grossir ma boîte, c'est très bien, c'est ok. Je l'ai fait pendant 10 ans en audit, chez Deloitte, chez LVMH, dans mes précédentes carrières. Mais l'objet de la turn, de la start-up, c'est de recréer un lien familial entre des jeunes générations et des grands-parents. Et donc pour ça, on a des objectifs qui sont adaptés à cette quête. Voilà. Donc oui, il y a une pression, hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, elle est comprise. Et elle est clairement comprise. En tout cas, j'ai pas de collaborateurs. Une autre question ? Ils peuvent pas trop dire l'inverse. Hein. Je termine. D'ailleurs, ils m'adorent tous, je suis génial. Ils vous le diraient s'ils étaient là. Mais bon, ils sont à Saint-Malo. Puis, non, là, on est samedi, ils surfent ou ils font du kite. J'ai une question à tous les deux, parce qu'en fait, dans vos deux témoignages, vous vous appuyez sur l'objet social de votre entreprise, qui est d'emblée tourné vers le bien commun. Et par exemple, moi, je dirige une entreprise qui fabrique des freins pour des poids lourds. Bon, c'est moins spectaculaire de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous diriez ? Quel serait votre discours et la réponse à la question ? Comment l'entreprise contribue-t-elle au bien commun si vous n'aviez pas cet objet social ? Alors, ouais, il faut qu'ils freinent quand même, et notamment des freins de cars scolaires. Hein, bon, voilà, mais... Donc, alors,
C'est vrai qu'on, bon voilà, moi j'ai aussi choisi ce métier parce que j'avais envie de réconcilier ça et puis comme j'étais pas ingénieur, c'était plus facile que les freins de poids lourds. Et moi je pense qu'on a tous, voilà, à réfléchir. Je connais pas bien votre métier, mais la manière dont vous allez freiner, c'est l'énergie, si je me trompe pas trop. Donc quelque part, la manière dont cette énergie est récupérée. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend le bien commun, la planète, qui est mon sujet, si vous voulez, vous allez avoir autour de ça énormément de questions. Voilà, on voit bien ce qui s'est passé sur le diesel. On voit qu'il y a des ruptures majeures qui arrivent. Donc, je pense qu'on a tous des réflexions à voir comment on crée autour de cette question du bien commun. Donc, il faut définir aussi comment est le bien commun autour de votre entreprise, de l'objet social. Il n'aura pas le même nom, à mon avis, selon les entreprises. Mais je pense que derrière, il y a voilà. Et après, comment vous animez vos équipes par rapport à ça. Moi, c'est ce que je dirais. Mais je ne vais pas faire l'exercice à votre place parce que je ne connais pas bien votre entreprise et l'objet social. Mais il faut partir de l'objet social, c'est clair. Il faut partir de l'intérêt général, qui est plutôt le rôle des politiques, quand vous êtes en interaction. Et puis après, il y a cette mission de bien commun. Alors, je fais un coup de pub. Hein. Nous, on parle avec nos tripes. Mais si vous voulez un tout petit peu intellectualiser ce qu'a dit Louis, vous avez ce truc-là, ça coûte 5 €, c'est au centre de décès, c'est vachement bien fait. Hein. Et juste, je rebondis sur votre question. Votre boîte, elle paye des impôts. C'est directement lié aussi au bien commun. Non, mais c'est lié. Donc, on n'est pas forcément sur le produit final en tant que tel. Après, on pourrait vous dire, faites des freins électromagnétiques, comme ça, ils s'usent moins et puis ils recréent de l'énergie. Enfin, mais elle crée des impôts, elle fait de l'emploi, et vous allez pouvoir aider vos collaborateurs à grandir, parce que vous allez leur faire confiance, et puis vous allez les aider à tendre vers la perfection. Vous cochez plein de cases. Oui, attendez. Oui, merci. Moi aussi, je voulais faire une petite remarque. On savait qu'on aurait la question. On s'était même dit, ça se trouve, il y a un fabricant d'armes et qui va nous dire, bah, moi, c'est un peu compliqué pour moi de faire... donc oui, la raison sociale de l'entreprise, c'est une chose. Mais je crois que les deux intervenants ont donné la réponse, indépendamment de l'objet de leur entreprise. Armel, je pense, avec son témoignage, explique comment il bâtit de la confiance. Avec justement les difficultés des uns et des autres qu'on met sur la table et que l'on traite. Et bâtir la confiance, c'est un bien commun. Et ça n'a rien à voir avec l'entité de sa société. Et Pierre-Yves vous a dit la même chose, en donnant de l'initiative à ses collaborateurs et en prenant des risques. Il pourrait le faire dans une autre société d'ailleurs. Il le ferait même sûrement dans une autre société. C'est aussi créer du bien commun, donner de l'initiative. Et c'est un style de management qui participe au bien commun. Et ça n'a rien à voir avec Suez. Une autre question ? Oui. Moi, j'ai une question pour Pierre-Yves. C'est dans le cadre d'une boîte cotée qui est la vôtre, etc. Vous avez décidé à des moments de prendre des projets qui potentiellement n'étaient pas forcément rentables, mais qui, pour vous, allaient donner du sens ou aider le bien commun. Quels sont les critères sur lesquels vous vous reposez pour choisir ces projets, pour vous dire là j'y vais pas ? Alors, d'abord, tous mes projets doivent gagner de l'argent. Ils sont en WAC+4 pour parler comme les mecs parlent chez moi. Donc, non, l'objet, ne comprends pas. L'objet, le projet doit s'autofinancer. Enfin, on a des critères financiers voilà. La question, c'est que la prise de risque n'est pas la même. Et puis, parfois, vous avez un volet qui n'a rien à voir avec le projet qui se met à côté. La coopérative, on aurait pu décider de ne pas la faire. Puisqu'elle n'a aucun impact sur mon projet, je n'ai aucun lien financier avec la coopérative. Je n'achète pas la matière. Je n'ai pas voulu acheter la matière. Je ne voulais pas que Suez soit en relation économique avec les chiffonniers. Parce que la négociation du prix de cession aurait été un sujet dramatique. Non, mais n'importe quel journaliste m'aurait dit vous êtes en train d'abuser des chiffonniers. Enfin, et puis dans la salle, il y en aurait deux qui se seraient levés. Tout à l'heure, il y en a un qui est venu me voir. Bon, j'ai dit non, moi, je n'achète pas la matière. Je fais un projet pour aider ces gens-là à grandir. Voilà. Et donc, les critères économiques qui sont à côté. Et puis, c'est comment, autour de ça, et c'est pour rebondir à la question posée tout à l'heure, une entreprise, elle est dans un tissu économique, elle est dans une région, et donc les interactions avec l'environnement, elles sont multiples. Quand j'étais en France, je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise d'insertion, parce que j'avais dit à mes collaborateurs, je voudrais une idée par agence autour de la diversité. Vous faites du handicap, vous faites du prisonnier, vous faites de l'insertion, vous venez me voir. Puis il est venu dans l'heure, il m'a dit, écoute, là, il y a l'entreprise d'insertion, ils cherchent à être bénévoles, des gens comme vous et moi, ils en ont marre. Ils cherchent à s'appuyer sur quelque chose de plus structuré. Je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise d'insertion, la plus grosse entreprise d'insertion de l'heure. Donc, je veux dire par là,
Et après, comment je travaille entre mon entreprise et l'entreprise d'insertion pour faire des passerelles et ce genre de choses. Et mon métier de collecteur de poubelles à l'époque me permettait de créer ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup... Voilà, il faut, chaque entreprise va avoir cette question de problématique de son tissu, des interactions, de la ville dans laquelle elle travaille. Et je pense que c'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Mais vous ne trompez pas, moi, si je ne ramène pas un moment, et si j'ai trop de projets qui merdent, ils vont s'occuper de moi, ça c'est sûr. Une dernière question. Il y a juste pour compléter, enfin ce que dit Pierre-Yves, c'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. Là, j'en ai même pas parlé aussi lors du premier atelier. C'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous là-dessus? C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, en tout cas dans ma boîte. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance de me planter avant et de confier ce projet et de confier un peu ma vie au Seigneur. Et j'ai le sentiment, en tout cas j'en suis même persuadé, que clairement le Seigneur m'a aidé et que le succès aujourd'hui de notre start-up et son sens est directement lié à ce que le Seigneur a voulu qu'on fasse. Et en fait, il est inconcevable. Alors je dis nous, en fait, parce que je ne l'ai pas créé seul. Mon associé Tanguy Gélis n'est pas là. D'ailleurs, c'est même lui qui a eu l'idée, pour tout vous dire, à la messe. C'est ce qu'on ne dit pas aux médias. On parle plutôt de trucs. Mais vous voyez, on n'est même pas cohérent parce qu'on n'assume pas. Donc on devrait le dire aux médias. Mais tout ça pour vous dire que ça nous donne une responsabilité, en fait, en tant que chrétiens. Et le bien commun, c'est pas un aspect théorique qu'on lit dans le magnifique livre co-rédigé par Louis. C'est aussi comment est-ce que face au Seigneur on se regarde et comment est-ce que on a ça dans les tripes. Donc c'est pas une option en fait. Une dernière question, je crois que monsieur vous aviez la dernière. Hein. J'ai une question pour Suez parce que moi, je trouve ça vachement bien que vous développiez les notions de bien commun, etc. Mais vous êtes, ça a été dit ce matin, l'exprimer ou agir sur le bien commun, c'est montrer une certaine exemplarité. Or, vous êtes confrontés, vous, Suez ou Veolia, à des sujets qui sont une fragilité par la compromission, la concussion, etc. Et comment vous pouvez, poursuivre quand même cette notion de bien commun, tout en intégrant ces lourdeurs et ces difficultés qui sont liées à l'opacité de vos métiers? Je dirais qu'il y a une vision globale. Il y a 90 000 personnes chez nous. Veolia, ils sont un peu plus. Et je pense qu'il y a un moment, si vous faites référence à des émissions de télévision qui ont eu en début de semaine, il y a un problème de cohérence, si vous voulez, et c'est pas parce que quelqu'un a fauté dans un coin de l'entreprise que vous devez dénigrer les 90 000 autres personnes. Voilà. Les sujets sont toujours très compliqués, les stakeholders sont là, enfin. Mais si vous voulez, moi, je pose jamais les gens. Voilà, il y a toujours des sujets compliqués, des sujets de facturation. On est en ce moment au Maroc, on a une campagne contre le prix de l'eau. Parce qu'on a augmenté le prix de l'eau, mais c'est pas nous qui l'avons monté, c'est les autorités publiques, sauf que c'est nous qui mettons en œuvre. Donc voilà, on a en permanence des sujets très compliqués à gérer de parties prenantes, pour prendre le mot français, et on essaie de les gérer au mieux. On a parfois des chemins de crête qui sont un peu étroits, mais ça c'est la vie de l'entreprise. Mais après, il faut revenir à voilà, là on parle d'abord je parle de moi. J'ai mes propres contradictions, je vous rassure. Et puis après, on parle effectivement d'une dynamique collective, de ce qu'on veut faire. Et puis après, on en a parlé pendant 2 jours. C'est qu'est-ce qu'on arrive à faire. Et puis comment on tombe, on remonte. Voilà. Et puis chacun met sa transcendance. On n'a pas beaucoup parlé de transcendance. Mais la notion de bien commun, si vous lisez ça, à la fin, il y a quand même une notion de transcendance. Alors, moi, j'ai mon chemin par rapport à ça. C'est compliqué. Mais voilà, comme chacun d'entre nous, on a beaucoup parlé de ça. Et je pense que c'est ça la question. C'est de se dire, comment je chemine là-dedans, comment j'entraîne les autres là-dedans, comment j'entraîne mon bout d'entreprise ou mon entreprise, et puis d'essayer de faire des choses. Et puis je vais vous dire, en tout cas, en termes de plaisir, en termes de sens pour moi, c'est la réussite de ces projets-là. C'est pas d'avoir réussi mon objectif de budgétaire en fin d'année. Ça me... Ok, mais c'est pas ce qui me fait plaisir. Voilà, trouver des projets, voir des stakeholders qui vous disent j'ai eu l'eau, c'est génial. Vous sortez de réunion, votre vie elle a un peu changé. En tout cas la semaine, ça valait les 6 heures de décalage horaire et d'être explosé. Hein. Mais donc voilà, donc c'est ça que vous recherchez, c'est ces moments de
de relations, de supplément d'âme, disait Louis. C'est ça qui vous fait kiffer. Et le reste, après, vous avez des moments qui sont plus compliqués. Ouais. Bon, eh bien écoutez, merci d'être venu.